Sur Fréquence 8, on parle d'histoire, de personnages historiques, mais sans prise de tête. Chaque semaine, accompagné de Jean-Paul et Yann, Bruno vous raconte l'histoire et les légendes de Montfort et ses environs. On n'est pas prêt de s'ennuyer, et c'est seulement sur Fréquence 8, 90.5. Bonjour, vous êtes sur Fréquence 8 et nous sommes pour l'émission historique. Alors depuis quelques semaines, on fait les chronologies des souverains et chefs d'État. On a vu les Mérovingiens, les Carolingiens, on est aux Capétiens. Attendez, je vous présente Jean-Paul et puis après, voilà. Je suis avec Jean-Paul Maléjac qui commence à... Français. Ah oui, bonjour. Bonjour monsieur Maléjac. Bonjour. Et Yann Baron, bonjour. Bonjour. Donc je disais, nous avons fait les Mérovingiens, les Carolingiens et nous sommes aux Capétiens de Hugues Capet. Voilà, le premier des Capétiens, n'est-ce pas ? Bien. On a fait Robert II le Pieux et nous sommes à Henri Ier. Alors, Henri Ier... né en 1008, mort en 1060. D'accord. Alors, il est le roi... Ça, c'est les dates de naissance. Il est roi des Francs de 31 à 60. Ouais, à Bourgogne. Alors, il devient héritier de la couronne à la mère de son frère Hugues. Et c'est un roi très batailleur, très querelleur. Comme par hasard. Le tout, c'est... oui, alors quand il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Il va soit chasser, soit tuer. Soit tuer des hommes, soit des animaux. Ouais, mais enfin, ça, j'ai l'impression que depuis le début, c'est comme ça. Hein, Pas tous, il y en a plus ou moins. Mais ils aiment bien. Ouais, mais ils aiment bien la bagarre, en fait. Ils sont tous en train de se foutre le nez. C'est pour ça qu'à cette époque-là, l'Église catholique essaye de freiner un petit peu tout ça. Ouais, arrêtez les bagarres quand même. Les Français, il n'y avait plus de décès que de naissance, alors là, il fallait arrêter un peu ça. Enfin, dans ce groupe de population. Oui, voilà. Ouais. Et donc, les évêques français vont proclamer la paix de Dieu et la trêve de Dieu. D'accord. Alors, la paix de Dieu, c'est un mouvement qui va essayer d'instaurer... Allez en paix, mon fils, c'est ça ? À peu près. D'instaurer entre les belligérants un dialogue plutôt qu'un combat. D'accord. C'est un gros travail. On préfère dialoguer plutôt que de combattre. Enfin, oui, c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Il y a la théorie et il y a la pratique. Alors, la pratique est plus difficile. Alors, comme la pratique, c'est plus difficile, ils ont mis en place la trêve de Dieu. D'accord. C'est-à-dire que, sauf condamnation par l'Église, ou s'ils se battent dans ces temps-là, condamnation par l'Église, condamnation par l'Église à l'intérieur de se battre du mercredi soir au lundi matin. Ah. Mercredi soir, top. Là, on fait pause. Comme les Anglais, à 17h, hop, on arrête. Ils n'ont plus le droit de se battre du mercredi soir au lundi matin. Alors par contre, lundi, ça recommence du Ils sont en forme, là. Oui, mais ils ont que 3 jours. Hein. Ouais. Ils ont que 3 jours pour se battre sur les 7. Hein. D'accord. Et ensuite, il y a des moments où on ne peut plus se battre du tout. Ah. C'est l'Avent, c'est Noël, c'est le Carême et le temps pascal. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, là, on se bat plus. C'est les vacances scolaires, en fait, quoi. C'est les vacances bataillées. D'accord. Mais tu posais la question du tribunal, si, ils peuvent excommunier les gens et c'est quand même le pire du pire. Ah, là, ça, c'est le pire parce qu'on ne fait plus partie de la société, là. Ouais, à l'époque, c'est une grosse sentence. Oh là là, ça c'est. Ouais, mais enfin, c'est pas un tribunal. C'est très grave. Je m'entends, il n'y a pas un juge, il n'y a pas. Si, c'est un juge ecclésiastique. Bah oui, bien sûr. C'est un tribunal ecclésiastique. À l'époque, ça a plus de poids qu'une justice civile. Ah, d'accord. Ouais. Ce que je voulais dire, ça. Il n'y a pas de tribunal civil, il n'y a pas de juge civil. C'est l'Église qui décide, quoi. Bon, allez, c'est bon. C'était un tribunal. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Tirer en enfer. Oui, je sens qu'il sent un peu le fagot, d'ailleurs. C'est pour Henri Ier, donc... Henri Ier, il se bagarre tout le temps, et puis l'Église essaye de calmer ça. Ouais, d'accord. Donc, ils font des trêves, ils font des vacances scolaires. Des vacances bataillères. Mais il n'a pas compris. Hein. Les enfants qui se battent sont les vieux, là, sont les grands. Alors, on continue, parce que la liste est longue. Il y a la suite, c'est Philippe Ier. Philippe Ier, donc il est le fils de Henri... Il est un fils de Henri Ier et d'Anne de Kiev. Il est marié avec une Ukrainienne. D'accord. Alors, c'est le 4e de la dynastie des Capétiens. 4e roi de la dynastie des Capétiens. Oui. C'est le premier prince en Europe occidentale à recevoir un prénom non germanique. Mmh. Ah. Tous les autres prénoms sont des prénoms d'origine germanique. D'accord. Louis, par exemple, c'est un prénom d'origine germanique. Ah bon, Louis, c'est germanique. Oui, parce que c'est la déformation de Clovis.
C'est le Clovis qui s'est évolué en Louis. D'accord. Donc c'est d'origine germanique. C'est le surnom. Enfin, non, non, là, le surnom, non, je déconne. c'est... Alors, il se doit... il doit d'ailleurs... Il doit ce prénom à son ascendance, hein, à sa mère, qui avait une origine, au moins, de l'église byzantine, étant donné qu'elle était de Kiev. Et Kiev étant sous la domination de l'église orthodoxe. D'accord. Alors, ce choix de prénom évoque un rêve impérial qui va se poursuivre d'ailleurs la génération suivante, qui va donner à son héritier le nom de Louis, référence à Clovis et à Louis le Pieux. Ouais, je vois. C'est sa continuation. Je vois pas le truc Clovis, diminutif Louis. Non, c'est Il y a aucune lettre qui Clovis, correspond. Clodweg. Non, c'est la prononciation qui a changé petit à petit. Avec l'arrivée du français mélangé avec le germanique, petit à petit, le mot s'est déformé. D'accord. Ok. Donc, Philippe Ier, le premier prénom français. Alors, c'est sous le règne de Philippe Ier que se dessinent les grandes lignes de la politique des souverains capétiens. C'est-à-dire, ils veulent d'abord assurer une base réelle à la puissance royale en consolidant le domaine, c'est-à-dire en essayant d'agrandir ce domaine, parce que le domaine royal, à cette époque, c'est simplement ce que possède le roi. Ouais. Si les grands vassaux qui sont à côté, les terres n'appartiennent pas au roi. Donc, il n'a pas autorité sur... il a autorité uniquement si le voisin est un de ses vassals. D'accord, ok. Alors, un petit territoire. Donc, il veut abaisser tout le pouvoir des grands puissants qui sont autour. Donc, d'essayer d'asseoir le pouvoir royal. D'accord. C'est lui le premier, donc, qui fait ça. Voilà. Et il meurt, bien entendu, après 48 ans de règne, ce qui est absolument extraordinaire. Ouais. Et on verra que le plus petit temps, c'est Jean Ier le posthume, qui a régné 5 jours. C'est court. Ouais. On peut faire des choses, mais... On l'a vu. Ouais, c'est un peu court là pour faire des choses. Là, surtout qu'il venait de naître. Quoi. Ouais. Il est mort à 5 jours. Ah, d'accord. Donc il a été roi dès qu'il est né, et puis 5 jours après, il n'était plus roi. Bah, il est mort roi. C'est pour ça qu'on appelle Jean Ier le posthume. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne Mais attends, mais j'ai pas fini. Non, parce qu'on va voir le règne le plus long, c'est qui? Le règne le plus long? Allez. Allez, je sais pas. Bah Louis XIV. 72 ans. Oui. Louis XIV. Ah bah ouais. Enfin, on a entendu parler. Oui, de lui, le plus petit 5 jours, le plus long 72 ans. D'accord. Mais ça, et puis au milieu, on a quand même Philippe Ier qui est avec ses 48 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, parce que Louis XIV, on n'est pas rendu là. Oui, mais on va passer à Louis VI là quand même. Hein. Ouais, d'accord. Donc pour Louis Ier, ça y est, c'est bâclé. Bâclé, merci. Chapeau, je reviendrai moi. Alors chez nous, par contre, en Bretagne, chez nous. Non, alors... c'est pas si simple parce que même s'il y a la trêve de Dieu, même s'il y a des volontés on s'en fout, on se tape dessus pareil. Exactement. C'est exactement. Sur cette période-là, on a une succession de règnes de Conan, de père en fils. Conan le barbare. Peut-être, c'est possible, mais ils sont de père en fils. Et puis on est quand même surtout sur une période où il y a une sorte de dissolution du gouvernement. Il n'y a plus vraiment de tutelle sur la Bretagne, il y a plein de petits fiefs qui essaient de s'affirmer, il y a des bagarres de succession. Et sur ça va concerner rapidement notre territoire parce qu'on a aussi des alliances avec les Normands, on a toujours des alliances de temps en temps avec les Français, avec les Anglais. D'ailleurs, les Anglais viennent quelquefois régler les successions en Bretagne pour aider. Et puis, il se trame quelque chose. Il règle ça à coup de poing. Ça peut finir comme ça. Alors, et il se passe quand même quelque chose d'assez important à cette période-là. À partir de 1066, les Normands, donc nos voisins, ont une bonne idée, c'est de conquérir l'Angleterre. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Pourquoi pas 1066, la bataille d'Hastings. Voilà. D'accord, ouais, c'est sympa. Bah, c'est une idée. Hein. Il n'avait rien d'autre à faire. Voilà. Putain, on a battu tout le monde dans le coin, on va les faire chez les Anglais. Il y avait quand même le vieux fond viking chez lui. Faut voir ça. Hein. Et on a donc un personnage, Guillaume le Conquérant, qui se met à la tête d'une armée, mais une armée conséquente, qui n'est pas constituée que de Normands, mais il y a aussi des Bretons. Il y a aussi d'autres populations. Il y a plein de mercenaires, oui. Il y a des mercenaires de partout. Et il y en a un qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est notre ami Raoul de Montfort. Raoul de Montfort, qui a des origines anglaises, mais qui a aussi des origines bretonnes. Son père, lui, il a vécu principalement en Angleterre.
ça n'empêche pas Raoul de Montfort de mettre ses troupes à disposition de Guillaume le Conquérant. Ils conquièrent l'Angleterre ensemble. Youpi, Guillaume le Conquérant est nommé roi d'Angleterre. Ah bah ouais. Et Raoul, là c'est le deuxième, donc il est à côté. Et il règne sur un tiers de l'Angleterre. Ah, quand même. Pas mal, Ah, pas mal. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, Pas mal, quand même. Il faut se dire une chose, c'est que comment ça s'appelle, les rapports de force entre les Anglais chez eux, parce qu'ils se sont aussi beaucoup bagarrés, dès qu'il y avait un parti anglais qui était un peu surpressé par l'autre, ils venaient se réfugier en Ici, Petite-Bretagne. ouais. Et inversement, voilà. c'était les Bretons qui allaient se réfugier. Ouais, d'accord. Donc il y avait un contact très, très Il y avait fréquent. énormément d'échanges entre Énormément d'échanges. l'Angleterre et la Bretagne. Et les familles, elles étaient souvent, c'est le cas pour la famille de Montfort, c'est une famille anglo-bretonne, il y a des origines des deux côtés, et en effet, ils naviguent d'un côté à l'autre, c'est aussi en fonction des opportunités politiques. Là, pour le coup, pendant quelque temps, Raoul de Montfort, il a choisi le camp des vainqueurs. Ça va pas durer. Ouais, ça va pas durer. Ça va pas durer. On va voir ça après la pause musicale. En fait, c'est la fête des voisins qu'ils font là en ce moment. C'est un peu ça, quoi. Ouais, ça finit quelquefois bizarre. Allez, on fait la pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Mais ils ont trop bu. Plein de soleil, je suis allé me promener. J'ai pris les clés de ma carriole. La première j'ai enclenché. Très peinard, je roulais. J'ai vu qui auto-stoppé. Pour entrer dans la voiture, le bougre se mit à parler. Pendant qu'ensemble on bavardait, le moteur s'est mis à tout sauter. Ludo et moi on s'est regardé, les larmes nous venaient. Il a fallu que je m'arrête pour essayer de réparer ce foutu moteur de merde. Ludo il m'a aidé. Aïe, aïe, le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Hey, hey, aïe, aïe, le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Hey, hey, j'étais crevé, désespéré, Ludo me consolait. On a trouvé un petit bistrot, au spleen on s'est posé comme des malades à picoler, pensant que ça nous aiderait. Comme quoi on avait raison, barman nous a ramené. Un beau jour plein de soleil, je suis allé me promener. J'ai pris les clés de ma carriole, la première j'ai enclenché. Très peinard je roulais, j'ai vu Ludo qui auto-stoppait. Pour entrer dans la voiture, le bougre se mit à parler. Aïe, aïe, le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Hey, hey, aïe, aïe, le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Hey, hey, le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Hey, hey, oh, 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 oh.
sommes de retour sur Fréquence 8 avec l'historique, la chronologie des souverains et chefs d'État français. On parlait tout à l'heure de Guillaume le Conquérant. Bah oui. Voilà, alors donc pour l'instant tout se passe bien, il est roi d'Angleterre. Il est normand, il a conquis l'Angleterre, il a des troupes de mercenaires en grand nombre qui l'accompagnent. Et je veux qu'il paye bien. Voilà. Quand on paye bien, on a du monde. Dont notre local de l'étape, Raoul de Montfort, qui est donc le second de Guillaume le Conquérant. Guillaume. Et au bout de quelques temps, ça lui monte à la tête. Je vois. On le voyait pas venir. Comme vous disiez, ça les titille tous. Ouais, c'est marrant, je le vois arriver là maintenant. Donc il monte un complot, il veut devenir roi d'Angleterre. Bah oui. Mais il dit pourquoi pas moi, quoi. Hein. Il faut saquer donc, Guillaume le Conquérant. Il régnait sur tout le nord-est de l'Angleterre. Et puis donc, il organise son complot. Ça foire. Ah, merde. Ça foire. Résultat, Guillaume le Conquérant n'est pas très content. Ah bah non. Et il l'expulse. Alors, il le tue pas quand même. Il n'a pas réussi. Mais d'accord. Il lui dit... En fait, je crois qu'il est parti avant qu'on l'expulse. Hein. Notre ami Raoul, je t'en colle une. Lui, il reprend ses troupes, il se carapate d'Angleterre, alors pas simple. Il passe par la Belgique, il fuit au Danemark, en Suède, oui, parce qu'il est poursuivi. Mais le problème, c'est que Guillaume le Conquérant, il est taquin. Il a la rancune tenace. Hein. Il le poursuit partout. Il le poursuit à travers toute l'Europe. Ah ouais. Et il finit alors sur les terres de Montfort, alors tout le territoire ici, hein, qui est assez important. On ne sait pas précisément, on pense que c'est des terres qui appartenaient à sa mère, à Raoul de Montfort. D'accord. Mais il finit ici. Et il se méfie toujours. Alors là, il surveille plutôt du côté de Dinan, parce que c'est par là que les Anglais pourraient arriver. Ouais. Mais par la Rance. Voilà. Et donc, il commence à défendre son territoire, et c'est là que naît l'histoire du secteur, l'histoire connue du secteur, même s'il y avait une histoire quand même avant. Et il commence, en se méfiant, à fortifier tout le territoire. D'accord. Et donc, il construit les premiers châteaux, dont celui de Montfort, celui de Compère, celui de Boutavant. Ok, d'accord. Tous les châteaux, c'est la même période. À peu près. C'est pour se protéger, lui, quoi. Au cas où. On ne sait jamais. Vaut mieux surveiller. Au cas où les Anglais et donc, débarquent. c'est une période importante pour notre secteur, parce que c'est la définition du territoire aussi. Ouais. Comme il a un territoire assez conséquent, il prend de l'influence sur la Bretagne. Et il a un territoire qui va de Becherel à Pleuharmel, hein, en gros, pour donner la couverture de son territoire. Ouais, parce que quand les Anglais débarquent, ça saigne, attention. Voilà, c'est malin. Mais tu sais, il en a. Hein. Ouais, ça peut saigner. C'est pour ça qu'ils avaient des uniformes rouges après. Voilà. On va passer. On peut passer, Yann, c'est bon? Ouais, on y reviendra. D'accord. Pardon. On va passer maintenant au suivant, Louis VI. Alors, Louis VI, c'est le fils de Philippe Ier. D'accord. Alors, Louis VI dit le gros. Ouais, ça, on s'en doute. Ou le batailleur. Ah, encore un batailleur. Oui. Alors, quand on dit gros, c'est plutôt du genre obèse, d'après les descriptions qu'on fait du personnage. D'accord. Il y en a pas un autre qui s'appelait le gros, là, pas mais si, il y en a plein. Il y en a un Charles le gros. Il y avait Charles, ouais. Mais c'est pareil, parce quand qu'ils étaient tous assez forts. Si on regarde les armures, par exemple, qu'on verra plus tard, les armures de Du Guesclin, elle est aussi large que haute. Hein. Ouais. C'est impressionnant. C'est des gens qui sont très très forts. Alors, très très bedonnants. Très pensus. Oui, mais alors, quand on dit que quelqu'un est gros à cette époque-là, c'est franchement, c'est gros. C'est gros. C'est la barrique. Alors, c'est le 5e roi donc, des Capétiens directs. Hein. Donc, lui, il va... Il va faire ses courses? Non, lui, il va encourager les mouvements communaux, les associations sociales et religieuses. Et dès 1110, il octroie aux habitants des villes divers avantages fiscaux et le droit de s'administrer sous la direction d'un maire. Donc, on est à la naissance, là, du mouvement communal. D'accord. Donc, c'est quand même très important dans l'organisation de la France. Hein. Ouais. Alors, les avantages fiscaux, c'est ce qu'on appelle les villes franches. C'est-à-dire qu'une ville va payer au roi une certaine somme. On rappelle une ville franche, on rappelle ce que c'est qu'une ville franche. Une ville franche, c'est une ville qui n'est plus sous la tutelle d'un seigneur. Voilà. Du système féodal. Qui crée son propre système féodal, mais ça c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que la ville aura le droit de lever des impôts chez ses habitants pour elle. Ouais, c'est ça. Et ne devra plus rien au seigneur sur lequel se trouve son territoire. Ok.
Alors, il exerce un pouvoir totalement sans partage. C'est-à-dire, c'est du genre le management, j'ai raison, t'as tort. Oui. Et si t'as tort, c'est une erreur. Et si c'est une erreur... Si t'as tort, c'est que j'ai raison. Non, c'est pas ça. C'est que si tu veux pas être d'accord, on va expliquer ça très rapidement. Ça. Voilà, ça va être vite réglé. Donc, il va défendre quand même la paix, le bon droit, protéger les faibles et l'Église. Et il va accroître le domaine royal en intégrant des terres, des différentes familles où il va plus ou moins marier ses bâtards ou ses enfants pour essayer d'agrandir son territoire. D'accord. Okay. Donc Alors, il agrandit le territoire. Il va comment ça s'appelle, se conduire en chrétien. C'est pour ça qu'on disait le batailleur. Ouais. Mais là, c'est difficile à savoir parce que pourquoi ce surnom-là? En fait, il l'a été, mais il ne l'est plus. Il a été plutôt dans sa jeunesse. Ouais, mais il peut plus aussi, il est tellement gros, il peut peut-être plus... C'est possible aussi. C'est possible. Là, j'ai pas eu de contact direct, mais c'est possible. Donc, il se dit lui-même propre fils de l'Église romaine. Ouais. On le qualifie de Rex Catholicus. Oui, c'est pas facile, là. Ouais. Non, c'est pas facile. Alors... C'est à partir des règnes d'ailleurs de Louis VI et de Louis VII, qui vont être conseillés par un personnage important qui est l'abbé Suger, que la royauté va commencer à exercer un rôle national. Pourquoi ? Parce que elle va commencer à répondre à l'appel de ses sujets. Les sujets peuvent réclamer au roi. Ça assoit en plus son autorité. Et ça marche, ça ? Oui. Quand les sujets peuvent réclamer, ça marche. ils peuvent réclamer. Ils peuvent faire appel, quoi. C'est avant. Ils peuvent réclamer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir. Bah oui. Non, mais... on est bien d'accord, mais ils peuvent réclamer, vous avez le droit de réclamer. Si, vous n'aurez rien, alors, la justice du roi va se mettre à régler les conflits entre les différents vassaux. C'est-à-dire qu'il dit, au lieu de se battre, c'est le roi qui dit, bon, moi c'est moi qui tranche, hein. Toi t'as raison, toi t'as tort. Toi t'as raison, toi t'as tort. Et il va garantir les propriétés des abbayes. Ouais. Donc il y a tout un travail d'organisation de la France, là, qui est quand même extrêmement important. C'est la France déjà, on n'est pas... Non, c'est pas encore. On ne dit pas encore la France, voilà. Mais c'est déjà un point très important de l'organisation du territoire national. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne Alors, en Bretagne, et pas seulement en Bretagne, parce qu'en parallèle de ces organisations-là qui se mettent en place, et on parlait du rôle de l'Église dans le système, c'est aussi la période où on lance les croisades. Et les croisades, donc ils veulent conquérir Jérusalem. Et du coup, dans notre secteur, notre ami Raoul, donc, qui, au bout de quelques temps, il a construit ses petits châteaux. Il s'ennuie un peu. Ah, et puis il va... il part en croisade. Tiens, tant qu'à faire. Il part en croisade, donc il part à Jérusalem avec son fils. Ouais. Et donc, alors, on ne sait pas exactement précisément avec qui il s'associe, parce qu'on n'y va pas tout seul, hein, conquérir Jérusalem. Ouais. On ne sait pas exactement. Mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des troupes. Et il y a une organisation quand même qui se fait. On n'y va pas en avion, hein, donc ça prend un certain temps. Ah oui. Il n'y a pas de site pour faire le voyage. Pas mal de seigneurs bretons participent à ces croisades. Alors, qu'est-ce qui les a précisément incités ? On n'a pas les sources précises, mais en tout cas, ils participent à toute cette conquête de Jérusalem. Il y a une bonne raison, c'est parce que si on participe à la croisade, on a des chances d'être absous de toutes les saloperies qu'on a fait avant. Il n'en avait pas fait. Oui, quand même. Connu ou inconnu. Hein. Non, mais ça pousse aussi pas mal de comment ça s'appelle de personnes, hauts personnages à partir en croisade. Évidemment. Oui. Ouais, d'accord. Alors ça finira pas bien là non plus. Il meurt là-bas. Voilà. Il meurt là-bas. Et du coup, il meurt de sa belle mort ou... Alors on sait pas précisément. On se demande si c'est pas sur le chemin du retour. Oui. Mais on n'a pas. C'est con ça. Oui. Hop, on a gagné. Hop, il est content et pof, il. C'est en quelle année ça ? Alors on est fin du 11e, quoi. J'ai plus la date précise en tête. Parce que la première prise de Jérusalem, c'est 1099. Oui. Alors je sais plus si c'est avant ou après pour la prise de Jérusalem, mais alors c'est flou. Hein, c'est pareil. Les dates sont assez floues. Et puis c'est pas des personnages majeurs de l'histoire en général, donc les traces qu'ils ont laissées, on les retrouve mentionnées dans des listes de gens qui font les croisades. On le retrouve. On est sûr qu'il est mort pendant le parcours. On se doute que c'est au moment
battu dur là-bas, tour, il mais- revient en vainqueur, mais mort. Voilà. quelque part. Et du coup, ce sont ces enfants, petit à petit, Qui vont prendre la suite. qui prennent la suite pour ce qui est du territoire local. Au niveau régional, c'est toujours un peu flou entre la tutelle de l'Angleterre, les volontés de la France, et puis les volontés bretonnes aussi. C'est quand même assez flou. Il y a pas mal de passations d'un personnage à l'autre. Ok. On va faire une pause musicale et on va revenir pour la dernière partie de cette émission parce qu'on n'a pas fini encore. Hein. Il y a encore quelques-uns à raconter. On va démarrer après sur Louis VII, dit le jeune. Ah, excuse-moi, il y en a un sur les deux. Il y a quoi? Il y a Philippe de France. Ah, moi je ne l'ai pas, moi. Oh, bon, on va parler, Philippe de- d'accord, ça marche. Enfin, À tout de suite, Jean-Paul. À tout de suite, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. Et c'est comme ça tous les jours, on attend de la voir. On flippe et on se rassure au moindre de ses retards. Depuis tant qu'on se piqûre, nous les piliers comptoirs. Elle sait bien qu'elle est toujours derrière nos yeux hagards. Faut dire qu'elle aime bien sentir nos regards. Sur elle glisser de haut en bas au hasard. Pour elle c'est bien plus grisant que de se voir nue dans sa chambre debout devant son miroir. Il y a tous un jour promis la lune quel espoir. Car on a beau lui faire la cour, à chaque fois elle se marre. Elle sait que tous nos beaux discours ne sont que des miroirs aux alouettes. Car le soir on finit tous au radar. Faut dire qu'on s'en fout bien tous de savoir si l'un de nous sera heureux peinard. L'homme de sa vie et si c'était un cauchemar. Tout ce qu'on préfère c'est encore et toujours boire. Alors pour la faire sourire c'est pire que le Dakar. On se bouscule et alors c'est vraiment le bazar. Pour la faire danser, rire ou lui payer un pétard. Pour qu'elle nous aime encore comme au premier soir. Car faut dire qu'elle aime bien sentir nos regards. Sur elle si c'est ce haut s'en va au hasard. Pour elle c'est bien plus grisant que de se voir nue dans sa chambre debout devant son miroir. Faut dire qu'on s'en fout bien tous de savoir si l'un de nous sera l'heureux peinard. L'homme de sa vie et si c'était un cauchemar. Nous ce qu'on préfère c'est encore et toujours boire. Allez, de retour sur Fréquence 8 pour cette dernière partie, enfin cette dernière partie de cette émission-là, parce qu'on n'est pas rendu au bout. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Hein. Donc après Louis VI, il y a eu donc Philippe Ier, c'est ça Non, oui, non, Philippe II. Philippe II. On l'appelle Philippe de France. En fait, Philippe n'a pas régné véritablement, mais son père, Louis VI, l'avait fait consacrer roi à Reims. Philippe II, moi je l'ai après Louis VII. Oui, parce que bon, c'est Tu vas comprendre. Ouais, je vais comprendre. C'est Philippe de France. Alors c'est pareil, on l'appelle, il y en a qui l'appellent Philippe II parce qu'il a été sacré, les autres disent non, comme il n'a pas véritablement régné, on ne le nomme pas. D'accord. En fait, son nom plus courant, c'est Philippe de France. D'accord, ok. Donc il meurt à l'âge de 15 ans, 2 ans et demi plus tard, pareil, chasse. 15 ans. Il se casse la figure à la chasse.
comme Ouais, beaucoup. d'accord. Mais on va voir qu'il y a énormément de rois qui meurent. meurent jeunes. Non, tombés de cheval. Ah, mais oui. C'est une mode à l'époque. Ils se font- Maintenant, il y a des accidents de voiture, là, il y a des accidents Ouais, de où chevaux. il se fracassait la d'accord. tête dans les escaliers aussi. Oui, aussi, mais c'est quand Ouais. il glissait Un sur peu une plus peau tard. de banane. Bah ouais, mais c'est les escaliers. Une peau de banane, sauf qu'il n'y avait pas de banane. C'est ce qu'on disait, ils n'avaient pas la tête dure à cette époque. Non, c'est ça. Voilà. Alors après Philippe de France, alors donc On a Louis VII. Louis VII, d'accord. Alors Louis VII, c'est le second fils de Louis VI. Philippe, c'était l'aîné. Louis VII, c'est le second fils de Louis VI. C'est le 6e souverain de Capétien. Et là, il va épouser une femme extrêmement importante dans l'histoire, c'est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, Ouais. alors c'est un personnage important car c'est elle qui possède l'Aquitaine, Ouais. qui est un très très gros morceau de la France. L'Aquitaine, c'est pratiquement le tiers du territoire national Donc actuel. il se marie avec elle pour récupérer le territoire. Ah, mais Enfin, non, c'est de l'amour. Oui, enfin oui. C'est de l'amour. Mais c'est l'amour de la terre. C'est l'amour. Non, c'est l'amour de la terre. D'accord. Ouais, ouais. C'est autre chose. Alors, donc, Aliénor, il devient roi, bien sûr. Et en même temps, ayant épousé Aliénor, il devient duc d'Aquitaine. Oui. Et donc, ce mariage permet au domaine royal de tripler de taille. Ah, c'est intéressant. ça. Parce que la brave Aliénor, elle apporte la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Limousin, l'Angoumois et la Saintonge. Ouais, Ah ouais. c'est énorme. Ah ouais, d'accord. Hein. D'accord. Donc gros territoire. Ben, Enfin, plus grand. ça va pratiquement du sud de la Bretagne, historique, jusqu'à pratiquement la frontière espagnole. Ah ouais, Et ouais. c'est un territoire qui est quand même assez important. D'accord. Donc ça c'est Louis VII. Ah oui. Ouais, d'accord. Et Alors- après arrive Louis. Non, mais oh. Non, mais si. Mais non, tu vas pas t'arrêter comme ça. Ah bon. Alors, le Ah roi, moi je passe moi parce que. le roi était un roi dévot, ascétique. Il aurait voulu être moine, lui. C'était son rêve, c'était d'être moine. On lui dit non, tu seras roi. Non, je vais être moine, tu seras roi. Voilà. Donc, il est roi. D'accord. Mais alors, son épouse Aliénor, qui semble très vivante, dirons-nous, Ouais. deux euphémismes, voit dans ce roi un peu timide, dévot et tout ça, un personnage qui n'est pas très réjouissant. Oui. D'accord. Ouais. Il n'est pas très Ouais, ouais. réjouissant. En plus, il est naïf, il est maladroit, il a toutes les vertus, il est mou dans ses décisions. Il a toutes les qualités pour être roi. Alors, en fait. il s'accorde mal avec le caractère d'Aliénor, qui est une femme très très forte et très 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 sensuelle. Oui, Oui, d'accord. alors lui- on a lui- compris. lui- On a compris. Elle aimait la chose, quoi. Voilà. La chose, j'ai pas compris la chose. Enfin, non, mais il faut voir qu'il y a un problème entre les deux. Oui. Alors, en fait, pendant 10 ans, il n'y a pas trop de mésentente entre les deux. On est toujours sur Louis VII, hein. Alors, en plus, il y a... Oui, On va pas le toujours lâcher Louis comme VII. ça. Il y a sa mère, Adélaïde de Savoie, que Louis va écarter de la cour parce que la mère, elle commence à lui casser les pieds. Il poursuit la politique de son père. Et puis, lui aussi, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Comme il est très religieux, il va partir à la croisade. Voilà. Il va Et un partir autre. à la deuxième croisade. Alors, très préjudiciable pour le royaume, parce que l'expédition, très lourd échec sur tous les plans. D'abord sur le plan financier. Cette expédition va appauvrir énormément le trésor royal. Sur le plan politique, le roi ne s'est pas du tout occupé du royaume pendant ces 2 ans d'absence. Donc, bien entendu, quand le chat n'est pas là, les souris Ouais. dansent. Sur le plan militaire, c'est une succession d'échecs militaires. Une grande partie de sa chevalerie et de l'armée sont sacrifiés. Ah oui. Quel succès. Ah bah oui, quel succès. Ouais. Et en plus, cette croisade provoque une certaine rupture entre Aliénor et son mari. Ah ben voilà. Eh ben voilà, le divorce. Alors, C'est- il était prévu qu'en cas de rupture, de séparation, la reine récupère les fiefs qu'elle avait apportés dans sa dot. Ah là, c'est plus pareil là. Non. Eh non, c'est plus pareil là. Donc, Aliénor va reprendre sa dot.
Et à l'âge de 30 ans, donc elle n'est pas vieille, hein, elle va épouser en seconde noces le comte d'Anjou et duc de Normandie, Henri Plantagenet. D'accord. C'est-à-dire prétendant au trône d'Angleterre, qui est âgé seulement de 19 ans. Donc Aliénor, c'est une cougar. La première cougar. Enfin, la première cougar royale. Ouais, d'accord. Connu. Connue. Donc, on va être obligé de terminer sur Louis VII. Moi, je serais bien passé à... Mais non, mais excuse-moi, mais après, comment ça va se faire qu'on va expliquer la guerre de 100 ans? Ah bah ce sera pour la prochaine fois, parce qu'on n'a pas parlé, alors là, on n'a ça pas va parlé être de pour la chez nous. prochaine fois, là. Ah bah non, parce que moi, j'ai plein de choses à dire Ben, encore. on va- Ah ouais, mais c'est sur Parce la guerre de qu'Aliénor 100 ans. d'Aquitaine, le fait qu'Aliénor quitte le camp français pour aller au camp anglais, ça va causer un certain nombre de problèmes quand même. Ah ouais, enfin, le problème, il y en a... Non, mais là, ça va être sérieux quoi. ouais, des problèmes, j'ai l'impression qu'il y en a tous les jours, toute qui l'année, vont là. déboucher beaucoup plus tard sur la guerre de 100 ans. D'accord, ben on va arrêter sur Louis VII, alors. Bah oui, bon, Hein on finira les déboires d'Aliénor et de Louis VII. Et de ce qui se passe en Bretagne Et aussi. de ce qui parce se passe que, en Bretagne. allez, en 2 minutes, on peut dire ce qui se passe en Bah, Bretagne, quoi. un peu le même, même ambiance. Ouais. Même ambiance. Comment les croisades continuent. Il y a Alain IV qui règne sur la Bretagne. Et lui aussi, il a des petits doutes. En revenant de croisade, lui, il se fait moine aussi. Ah, mais Donc, qu'est-ce qu'ils ont à se faire, Et moi, là, tous, là donc, Ouais, c'est c'est-à-dire pareil. que quand Mais ils il y a beaucoup d'interrogations. Alors, entre le combattant et puis le religieux, bah, il y a beaucoup de ça. Le petit-fils de Raoul de Montfort, lui, il fondera l'abbaye de Montfort en 1552. D'accord, ouais. On est dans la même période. Hein. Et il finira aussi retiré dans l'abbaye. La plupart du temps, c'est quand ils se rendent compte et qu'ils commencent à vieillir, c'est-à-dire à partir de 35-40 ans, quoi. Hein, Ouais, je veux dire, voilà. À l'époque, ils se rendent compte qu'avec toutes les saloperies qu'ils ont fait avant, s'ils veulent pas aller en enfer, ils ont peut-être intérêt à faire quelque chose. Ah, puis, Ah, et puis ouais, il y mais a enfin, là, c'est juste des croyances, parce qu'ils veulent pas aller en enfer, donc ils se font moines, c'est ça. oui. Voilà. Et puis il y a la tutelle du pape qui est de plus en plus forte aussi sur l'Europe. Et D'accord. le pouvoir qu'il a, et il a un pouvoir aussi psychologique, c'est qu'il commence à faire peur à ces gens-là et ils se disent ça va peut-être mal tourner pour nous. Après. Ouais, mais enfin, bon, attention, parce que quand on est moine, la bagatelle, il y en a plus. Hein. Oui, alors, Hein tu sais que les jeunes filles avaient interdiction vers cette époque, les jeunes filles sérieuses, de passer trop près des monastères. Ah ouais, d'accord. Oui. C'était pas recommandé. Parce que les chants qu'ils entendaient n'étaient pas toujours des chants religieux. Et qu'ils auraient tendance à avoir des moines qui couraient vite, quoi. avec la bure entre les dents. Mais alors, Ouais, ça, le ouais, problème. la bure entre les dents, c'est la robe, en fait, hein, c'est ça. La bure, oui, la robe de La bure. bure, ouais, d'accord. Ok, ben on va se quitter là-dessus. Ah bah Hein c'est joli. Ah bah non, c'est une bonne note, là, c'est bien. Là. C'est bien, c'est bien. Merci Jean-Paul, la semaine À prochaine. bientôt. À bientôt. Merci Yann, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, au revoir.